Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de la revue de presse des terminales ESA du lycée G de Beaufort à Périgueux. Voici les titres de l'actualité de la semaine passée. Nous irons d'abord en Côte d'Ivoire essayer de comprendre la situation actuelle car il y a en effet deux présidents dans ce pays. Nous reviendrons ensuite sur l'affaire Wikileaks et l'inculpation de son cofondateur Julian Assange. Nous expliquerons le contexte dans lequel s'est déroulée la remise du prix Nobel 2010 au dissident chinois Liu Xiaobo. Nous vous présenterons les conclusions du sommet de Cancun avant de clarifier la situation actuelle de la famille Bettencourt. Voilà pour les titres de cette semaine, merci d'être avec nous. On commence donc le journal par cette situation en Côte d'Ivoire. Jeudi 2 décembre, la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire a annoncé la victoire d'Alassane Ouattara aux élections présidentielles. Mais quelques heures seulement après cette annonce, le Conseil constitutionnel a jugé ces résultats non valables. Selon la CEI, M. Ouattara a obtenu 54,1% des voix et son adversaire, le président sortant Laurent Gbagbo, a recueilli 45,9% des suffrages lors du second tour. C'est alors la confusion. Dans un premier temps, fermeture des frontières, arrêt de la diffusion de chaînes de télévision et des radios étrangères. Or, la neutralité du Conseil constitutionnel est remise en question car le président du Conseil, Paul Yao Ndere, est un proche allié politique de Laurent Gbagbo, le président sortant. Depuis, le Conseil de sécurité de l'ONU a reconnu mercredi 8 dernier la victoire d'Alassane Ouattara, tout comme les États-Unis, l'Union européenne, le représentant spécial des Nations Unies en Côte d'Ivoire et la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Il y a donc actuellement deux gouvernements et deux présidents en Côte d'Ivoire. Les États-Unis ont averti Laurent Gbagbo qu'il pourrait faire l'objet de sanctions s'il continue à s'accrocher à la présidence de la Côte d'Ivoire. Depuis le 29 novembre, soit le lendemain du second tour de la présidentielle, quelques 2000 Ivoiriens ont fui le pays. La grande majorité d'entre eux se sont réfugiés dans le nord-ouest du Libéria. Revenons sur l'affaire Wikileaks. Depuis quelques semaines déjà, l'affaire Wikileaks ressecoue le monde politique international. En effet, les quelques 250 000 télégrammes diplomatiques récupérés par le site internet Wikileaks auprès des départements d'État à Washington et des ambassades américaines révèlent les coulisses de la diplomatie mondiale, ainsi que quelques commentaires peu amènes à l'égard des dirigeants de la planète. Mais si, 2 semaines après le début de la publication des mémos diplomatiques américains Wikileaks continue d'occuper l'actualité, ce n'est plus du tout tout à fait pour les mêmes raisons. En effet, le cofondateur du site, Julian Assange, a été arrêté et est actuellement détenu en Grande-Bretagne à la suite d'une plainte pour viol, des faits qu'il conteste. De plus, depuis le début de la semaine dernière, Wikileaks est l'objet d'attaques informatiques et juridiques nombreuses et répétées. Le comité Nobel norvégien a décidé d'attribuer le prix Nobel de la paix 2010 à Liu Xiaobo pour son long combat pacifique pour les droits fondamentaux en Chine. À ce stade de la cérémonie, nous remettons normalement la médaille et le diplôme. Je vais les déposer sur la chaise vide destinée à Liu Xiaobo. Vendredi 10 dernier, à Oslo, en Norvège, avait lieu la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix 2010. Et c'est devant une chaise vide que cette cérémonie s'est déroulée. En effet, Liu Xiaobo, le lauréat de cette année, a été condamné en décembre 2009 à 11 ans de prison pour subversion après avoir réclamé des réformes démocratiques pour la Chine. En l'absence de sa femme, elle aussi interdite de quitter le pays, ce fut la seconde fois dans toute l'histoire des Nobel que la cérémonie a eu lieu en l'absence du lauréat. Le président du comité Nobel, Barack Obama, et le chef de la diplomatie européenne ont tous trois réclamé la libération immédiate du dissident. Une porte-parole du ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré jeudi qu'il serait difficile pour la Chine de maintenir des relations amicales avec la Norvège en raison du soutien du gouvernement norvégien au choix du comité Nobel. La Chine a également menacé de conséquences tous les pays qui apporteraient leur soutien à Liu Xiaobo.
Le sommet de Cancun sur le climat s'achevait vendredi dernier. Après 2 semaines de réflexion sur le changement climatique, les décisions du sommet n'ont apparemment pas fait l'unanimité. Si la ministre des Affaires étrangères mexicaine a beaucoup exagéré et tenté de sauver la face en parlant à l'issue de la conférence d'ouverture d'une nouvelle ère pour la coopération internationale en matière de lutte contre le réchauffement, tous ne sont pas de cet avis. Selon beaucoup, aucune percée n'a eu lieu sur le fond du problème, c'est-à-dire sur la limitation des émissions de gaz à effet de serre. L'accord conclu reste trop généraliste et a déçu dans les domaines où elle était attendue. Cancun ne remplacera donc pas Kyoto, et les rares avancées du sommet de Cancun ne cachent pas le recul sur le protocole de Kyoto, qui arrivera à terme en 2012 sans aucune solution de remplacement. Dans un communiqué, Laurence Rossignol et Philippe Martin, secrétaire national et secrétaire national adjoint à l'environnement et au développement durable, ont par ailleurs souligné, je cite, qu'aucun accord global contraignant n'a pu être obtenu sur la réduction des émissions de CO2. Les négociations sur l'avenir du protocole de Kyoto sont repoussées à l'année prochaine. Le monde reste donc sur sa faim devant cette absence de prise de conscience face à l'urgence climatique. Certes, Cancun a restauré la confiance dans le multilatéralisme, mais les peuples attendent des responsables politiques une volonté beaucoup plus forte. L'affaire Bettencourt enfin, lundi 6 dernier, Françoise Bettencourt-Meyers s'est réconciliée avec sa mère Liliane Bettencourt, les deux femmes abandonnant toute poursuite judiciaire et décidant de la montée en puissance du gendre des petits-enfants de la milliardaire dans le holding gérant leur fortune dans L'Oréal. La presse quotidienne nationale et régionale s'est délectée dès le lendemain de la réconciliation surprise de la mère et de la fille Bettencourt. Un conte de Noël, titrait même certains journaux. Mais, pour beaucoup, il y a une grande partie laissée sous silence. En effet, après d'interminables batailles judiciaires, lorsque les deux femmes ont annoncé qu'elles avaient trouvé un accord négocié en grande discrétion depuis 3 semaines, l'étonnement fut grand. Liliane Bettencourt a déclaré dans un communiqué mardi « La décision que Françoise et moi avons prise est pour moi source d'espérance. Elle correspond à mon souhait de voir la famille réunie. Nous allons ensemble pouvoir aller de l'avant, pour notre bien commun et pour L'Oréal, qui fait tant partie de ma vie. » Mais le besoin d'harmonie familiale n'explique pas tout à lui seul. Des accords importants ont en effet été signés. François-Marie Bagné renonce notamment aux 2 assurances-vie dont Liliane Bettencourt en avait fait le bénéficiaire pour un montant de plus de 500 millions d'euros. Les deux femmes n'ont cependant pas prévu de passer les fêtes de Noël en famille.